Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tiana Bechekova. Je suis la responsable du projet linguistique et littéraire du Centre culturel Francothèque. Je suis très ravie de vous saluer aujourd'hui de la part de la Bibliothèque de littérature étrangère nommée Entrée Marguerite Rodemino. Et nous continuons notre traduction. Pardon. Et nous continuons notre série des leçons ouvertes de notre partenaire de l'École de la langue française, le quartier français. Et je laisse la parole au directeur de cette école, Gabriel Dimieux. Gabriel, je laisse la parole à toi. Ok, merci Tania. Bonjour, bonsoir à tous. Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir Thomas Bertin pour une conférence qui va toucher au thème de l'orthographe, qui est un thème qui est source de beaucoup de débats en France et peut-être aussi en Russie, je ne sais pas. Vous pourrez réagir au cours de cet entretien parce qu'on va avoir 45 minutes de présentation du thème et 15 minutes également de questions que vous pourrez poser dans le chat à Thomas. Alors, une petite présentation de Thomas. Thomas, c'est mon professeur de master de sciences du langage. Il enseigne la matière sociodidactique de l'orthographe. C'est une matière que je connaissais absolument pas, mais qui m'a passionné, contrairement à ce que je pensais, parce que j'ai toujours pensé que l'orthographe était un sujet plutôt ennuyeux. Et en fait, avec les cours de Thomas, j'ai découvert plein d'aspects que j'ai trouvé vraiment passionnants. Et bah, je me suis découvert presque une passion pour ce sujet. Je télécharge beaucoup d'articles en dehors des cours. Et donc, j'ai pensé que ça serait vraiment intéressant que vous aussi, vous découvriez certains aspects de l'orthographe que peut-être vous attendez vraiment pas. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Thomas, je peux te laisser la parole si tu veux encore un peu te présenter ou si tu veux attaquer. À toi de voir. Bonjour, enfin bonsoir plutôt à tout le monde. Non, non, pas particulièrement, c'est très bien, je peux commencer. Alors, j'ai juste une toute petite inquiétude, j'ai déjà fait des zooms, donc je vais partager mon écran, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais une fois que j'ai partagé mon écran, je me retrouve toujours devant mon écran. J'ai l'impression de parler à personne. Il y a une possibilité pour moi, une fois que j'ai partagé mon écran, de faire autre chose et d'avoir des vignettes pour vous voir, par exemple, ou ça, c'est pas possible? Ouais, c'est possible. J'ai découvert cette fonction il y a peu de temps. Je pense qu'il faut que tu regardes sur la droite. Alors, où exactement sur la droite? Enfin, ça dépend pour qui. C'est pas très précis ce que je te Là où dis. c'est écrit Few, je sais pas. Non, il faut que tu cherches. Attends, je regarde. Si quelqu'un maîtrise bien Zoom, il peut et qui peut répondre à Parce cette que question. je veux Ouais. bien, donc je vais partager mon écran, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais après j'ai l'impression de parler à mon ordinateur, ce qui est assez désagréable. Bah, prends le temps un petit peu de regarder. Tu dois prendre juste. Là, je pense que vous voyez mon écran, c'est ça? Ouais. Très bien, Là, donc je peux mettre ma présentation. Ah, ah oui, bon, ben voilà, je peux laisser comme ça à ce moment-là peut-être. est-ce que tu vois est-ce que tu as les vignettes avec les gens? Bah, je pense que vous les voyez également, c'est ça, je suppose. Nous, on voit on voit ton écran, mais si toi, tu avais besoin de voir à qui tu parles, prends un petit peu Par exemple, déjà rien que d'être comme ça, c'est déjà plus agréable. Je ne vois que Anna et toi-même, mais c'est déjà pas mal. Ok, C'est tout bah, simple. prends du Non, temps, vas-y. voilà, je dis ça parce que j'ai déjà assisté à une conférence où le conférencier a continué pendant 25 minutes, ne sachant pas que plus personne ne l'écoutait parce que ça avait coupé. Et j'avais pas envie que ça m'arrive. Voilà. Non, t'inquiète pas. Peut-être je peux commenter en russe pour que peut-être il y a des personnes qui ne comprennent pas. Bien sûr, Anna, oui. Да, добрый вечер. Я хотела бы обратиться к участникам. Спикерам всегда очень сложно говорить, если они не видят лиц, потому что у вас есть создается ощущение, что вы разговариваете с компьютером. Поэтому, кто может, пожалуйста, включите ваши видеокамеры. C'est bon? Alors Спасибо. moi, j'ai pas compris, hein, mais Je non, demandais il n'y a pas juste de souci. de mettre les caméras. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, c'est pas très joli là ce que je vois pour l'instant à l'écran, mais bon,
Ça va s'enlever? Oui, peut-être. Bon, allez, j'y vais. Et puis Clément ou Anna, vous me direz s'il y a un souci, si on m'entend pas très bien ou je ne sais pas quoi. Clément, est-ce que je peux te demander tout simplement de me dire au bout de peut-être quelque chose comme 30 minutes pour me dire, comme Ouais, ça, pour éviter que je délire de trop, parce que je peux ça parfois parler marche. un peu longuement et je pense que c'est pas une très bonne idée. Je préférerais qu'on se prenne un petit peu de temps pour parler, pour se poser, pour poser des questions ou témoigner éventuellement sur la question du russe. Avant de commencer, je voudrais juste remercier Clément pour cette invitation et donc le quartier français, hein, puisque si j'ai bien compris, il en est un représentant éminent, et puis donc la Francothèque et la Bibliothèque des langues étrangères de Moscou pour cette petite invitation. Je suis absolument ravi de vous parler d'orthographe aujourd'hui. Alors, j'ai appelé ce petit moment de communication donc l'orthographe du français, le malentendu permanent avec un point d'interrogation. Ça peut sembler un titre un petit peu surprenant, alors ça m'amusait de le dire comme ça. Et la première chose que je vais faire dans cette présentation, c'est de commenter ce titre en fait. C'est-à-dire, bon, il y a plusieurs mots, mais il y en a surtout 4 dans ce titre, et je vais d'abord commencer par ces 4 mots, orthographe, français, malentendu et permanent. Mais je vais commencer par malentendu. Alors, je ne sais pas si c'est normal, mais oui, des fois, ça fait. Bon, voilà. Ah, c'est quand les personnes arrivent, c'est ça. OK. Donc, je vais commencer par le mot malentendu. Alors, pourquoi je parle de malentendu? Tout simplement parce qu'en France, à chaque fois qu'on parle d'orthographe, ça déclenche, enfin, en tout cas, très régulièrement, ça déclenche des conflits. Alors, des conflits de tous ordres. Alors, par exemple, vous allez avoir des gens qui disent les jeunes, c'est toujours les jeunes, hein, bien sûr, hein, les jeunes ne savent plus écrire. Vous allez avoir des choses comme l'école ne fait pas son travail en matière d'orthographe. On va évidemment demander aux enseignants de faire plus de dictées, puisque bien entendu, la solution serait forcément la dictée. Euh, on va aussi dire des choses qui sont plus de l'ordre disons, de l'identitaire ou du sociologique, hein. Alors, si vous n'êtes pas trop gêné parce que sur mon écran, j'ai toujours les arrivées des personnes, ça va, ça ne vous empêche pas de suivre? Non? Ça va? Bon, Non, d'accord. vas-y, continue, nous, on les Bon, autorise. d'accord, ok, ok. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est juste que du coup, ça brouille un tout petit peu le Non, t'en visuel. occupe pas, t'en occupe pas. Donc, par exemple, on aura des choses comme finalement respecter son pays, respecter sa langue, ça commence par respecter son orthographe. On aura des phrases de ce type. Mais on aura aussi des gens qui vont dire que l'orthographe du français est trop compliquée. Certains autres vont répliquer que non, elle n'est pas compliquée, elle est riche. Ce qui n'est évidemment pas la même manière de juger, d'estimer les choses. Quand on va proposer de réformer l'orthographe, certains vont répondre que cela relève de la fainéantise, de la paresse intellectuelle, et d'autres vont vous répondre que si on veut réformer, il vaut mieux d'abord commencer par respecter l'orthographe. Voilà, donc tout ça, c'est une situation que je qualifie une situation de malentendu. Alors, ce que je voudrais proposer, en fait, c'est de mettre un peu d'ordre dans tout ça pendant une demi-heure à peu près, un petit peu plus, et puis se redemander ce qu'est l'orthographe et quelle est sa fonction pour savoir, éventuellement comprendre aussi d'où vient ce malentendu. Alors, pourquoi je parle de malentendu permanent? Ça peut sembler surprenant parce que l'orthographe du français existe depuis à peu près, bon, on peut dire à peu près 1200 ans. Pourquoi dire permanent? Parce que finalement, on a l'impression que depuis la naissance de l'orthographe, il y a toujours une opposition forte entre ce qu'on peut qualifier de les anciens et les modernes. Voilà. Et le débat ressurgit cycliquement, comme je vais essayer de le montrer assez rapidement dans un petit aperçu historique. Voilà, et je crois qu'il est intéressant d'aller voir du côté de l'histoire de l'orthographe pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors ensuite, bien sûr, c'est le mot orthographe qui peut nous intéresser. Alors, bon, l'orthographe, alors voilà, l'orthographe, ça vient du grec, c'est passé euh, par le latin, hein, donc ortho et graphe, hein, donc d'ortho, c'est l'idée du droit qu'on retrouve dans plein de mots en français et dans d'autres langues, et puis graphe, c'est l'idée d'écriture, donc c'est l'idée d'écrire droit. Il s'agit finalement fondamentalement de se conformer à un système de règles. Ces règles sont explicites, c'est-à-dire qu'elles sont dites, hein, elles sont partagées par une communauté et elles nous permettent d'écrire une langue. Voilà, c'est ça l'idée de l'orthographe. En tout cas, c'est l'idée qu'on pourrait s'en faire. Par exemple, hein, donc je prends des règles très simples. Il y a évidemment des dizaines et des dizaines de règles. J'en ai mis 2 là, comme ça, sur le petit cadre orange. Quand j'entends le son A, j'écris la lettre A. Et quand tu est devant le verbe, quand tu est le sujet du verbe, je mets un S au verbe. Donc, par exemple, la phrase tu ne parles pas assez vite. J'ai 3 fois le son A, j'écris la lettre A
Et puis, je mets un S à la fin du verbe parce que le sujet, voilà, c'est deux règles de l'écriture du français, deux règles de l'orthographe qui sont partagées, explicites, connues, etc., etc. Et on comprend bien ce que peut être une orthographe. Certains disent une sorte de code de la route, finalement, de l'écriture. Mais quand le système est complexe, et je ne vais pas dire compliqué pour l'instant, quand le système est complexe, quand il est plein d'exceptions, quand il est plein de pièges, finalement, respecter l'orthographe, ça revient à quelque chose comme bien connaître tout ce qui fait problème. Et d'ailleurs, on s'enorgueillit souvent, c'est-à-dire on est souvent très fiers de savoir, de connaître les règles qui font problème, les exceptions, les pièges. On sait par exemple qu'il faudra mettre un X à bijoux et pas un S, et souvent on est très content hein, d'avoir cette connaissance en tête. Alors, par exemple, hein, tout à l'heure, je vous avais donné ces deux règles. Hein. Quand j'entends A, j'écris A, et quand tu es le sujet du verbe, j'écris S. Et bien, comme beaucoup d'entre vous le savent, je pense, ce n'est pas du tout toujours vrai. Par exemple, tu peux, bah, ça prend un X, et puis venir avec ta femme, bah, le A de femme s'écrit avec un E. Alors, pour des tas de raisons, bien sûr, hein, mais il se trouve que c'est comme ça, et que ça complique évidemment le système, en tout cas que ça le complexifie. Ce que je trouve intéressant dans cette petite remarque là sur le fait que souvent, c'est bien connaître ce qui fait problème qui revient à respecter l'orthographe, c'est qu'on en vient, en particulier en France, à considérer que certaines écritures n'ont pas d'orthographe. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu ce genre de témoignage de gens qui me disaient, mais en allemand ou en espagnol, il n'y a pas d'orthographe. Alors en fait, il y a une orthographe, mais l'orthographe est suffisamment transparente, suffisamment simple pour qu'on en arrive à considérer qu'il n'y a pas d'orthographe au sens français, puisqu'au sens français, respecter l'orthographe, c'est respecter tout un tas de règles hyper compliquées avec plein d'exceptions. C'est ça l'orthographe, enfin, en tout cas à peu près. Et puis ensuite, l'orthographe du français, alors je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est le français, vous le savez tous ici, mais je voudrais simplement dire que évidemment, il n'y a pas qu'en français qu'il y a une orthographe, il n'y a pas qu'en français que l'orthographe peut poser problème, hein. Certains chercheurs ont montré qu'en fait, les problèmes qui se posent en France ou en Angleterre, par exemple, autour des débats orthographiques, on les retrouve dans bien des pays. Mais il se trouve que la France, je dis bien la France plus que les pays francophones d'ailleurs, la France est véritablement un exemple typique des lieux conflictuels pour l'orthographe. Je serais très content, évidemment, dans la petite discussion qu'on aura après, bah, que vous me donniez des témoignages sur la situation russe, que franchement, je ne connais à peu près pas du tout, hein, pour être tout à fait honnête. Donc, je serais vraiment très heureux d'avoir des retours sur ça. En fonction de ce que je vous aurais dit, peut-être ça éveillera ça fera écho à des choses sur la situation du russe. Voilà, ce que je vous propose, c'est de vous donner 3 aperçus. D'abord, un aperçu historique, qui sera le plus long en termes de contenu, mais pas forcément le plus long en termes de temps. Ensuite, un aperçu plutôt linguistique, j'aurais pu le qualifier de scientifique d'une certaine manière, mais je ne voulais pas avoir l'air de dire que c'était forcément les linguistes et scientifiques. Et puis, un aperçu plutôt sociolinguistique, qui est en fait celui qui m'intéresse le plus en fait dans le cadre d'une présentation comme celle-ci. Et j'espère que voilà, j'espère que ça prendra sens pour vous, à travers ce que je vais dire. Alors, d'abord, l'aperçu historique. Alors évidemment, pour qu'une orthographe s'avère nécessaire, il faut déjà qu'une langue existe, hein. Donc la première chose, qu'on peut identifier, bah, c'est l'émergence d'une langue, à un moment donné, sur un espace donné, dans une communauté donnée. Alors comme vous le savez, je pense pour la plupart d'entre vous, hein, le français vient, majoritairement du latin. On peut considérer que le français est un dialecte du latin, c'est-à-dire que c'est une langue qui est issue du latin, comme toutes les langues romanes, hein, c'est la définition des langues romanes, elles viennent du latin. Alors, le français vient aussi, de façon beaucoup plus minoritaire du gaulois, hein, de langue celte, et puis aussi de langue germanique, en l'occurrence le francique. Juste une petite remarque, si vous ne le savez pas, je trouve ça toujours amusant, le français est la seule langue romane, qui vient du latin, qui a un nom d'une langue germanique, hein, le francique. Voilà, bon, c'est assez rigolo à souligner. Alors donc, le français a émergé à partir ce que certains chercheurs appellent une symbiose, c'est-à-dire une sorte de synthèse entre des dialectes de langue d'oïl. Donc les dialectes de langue d'oïl, c'est des dialectes du nord de la France, donc au Moyen Âge, hein. Et en 987, quand Hugues Capet arrive au pouvoir, eh bien, il parle ce qu'on a appelé rétrospectivement, pas encore vraiment le français, mais on a appelé ça donc le proto-français. Donc, ça donne une idée. Donc, à peu près à l'an 1000, on avait un français à peu près installé, même s'il ne ressemble évidemment pas à celui qu'on parle aujourd'hui.
Alors, juste un petit point, donc toujours sur cette langue qui pour l'instant est orale, hein, je vous parle de langue orale, même si évidemment j'arrive très vite à l'écrit et à l'orthographe. Heu, on peut considérer, hein, d'après certains chercheurs, que le français est issu du latin populaire, du latin oral. Par exemple, si vous regardez le lexique, le mot cheval vient de cabulus, mais pas de equus. Cabulus plutôt langue populaire, equus plutôt langue, classique si vous voulez. Par contre, equus a donné équitation, des choses comme ça. D'un point de vue morphologique, c'est la disparition des cas. Donc évidemment, l'ordre compte et puis on va ajouter des prépositions. Donc vous avez par exemple pater poli, qui va donner pater de polo. Pater poli, c'était la version, latine. Pater de polo, c'est la version pré-française, si vous voulez, avec l'ajout, alors je peux faire ça, je pense, oui, avec l'ajout d'une préposition. Voilà, on perd les cas que je crois vous avez, encore en russe, si je ne me trompe pas. Et puis, syntaxiquement, par exemple, hein, vous aviez pater des polos, et puis on ajoute un déterminant, il est pater de polo. Donc voilà comment la langue, c'est juste quelques exemples hein, d'émergence d'une langue, dialecte d'une autre, si vous voulez. Alors j'en viens évidemment à notre sujet, c'est-à-dire l'orthographe en l'occurrence. Donc émergence d'une langue et d'une orthographe, et émergence d'une orthographe avec, à partir de l'alphabet latin. Alors ça, c'est un élément qui est intéressant à souligner, hein. On commence à se poser la question de transcrire cette langue qui émerge, au Moyen Âge, hein, et on va commencer à l'écrire, avec le latin. Alors ça peut sembler à la fois évident et pas du tout, hein. Évident parce que c'est l'alphabet qu'on a à disposition, hein, les personnes qui sont sur le territoire, de ce qu'est la France aujourd'hui, hein, écrivent, mais ce qu'ils écrivent, c'est simplement une langue qui est la langue latine. C'est la seule qu'ils savent écrire. Et puis quand cette langue française émerge, eh ben, on se demande comment l'écrire, on se pose la question de l'écrire, on prend ce qu'on a à sa disposition, à savoir l'alphabet latin, et puis on commence. Voilà. Alors ça, c'est intuitivement, c'est assez logique. Et d'ailleurs, les chercheurs ont bien montré que, en fait, c'était généralement le cas. C'est-à-dire que généralement, on n'invente pas un alphabet, on n'invente pas une écriture qui correspond à la langue qui émerge. On prend un truc qu'on a sous la main. Voilà, dans la majorité des cas, c'est comme ça. Il y a des contre-exemples, mais c'est très souvent le cas. Alors le problème de faire ça, c'est qu'on bricole, parce qu'évidemment, l'alphabet latin, c'est un alphabet fait pour le latin, c'est pas un alphabet fait pour le français, qui est une langue qui est forcément différente du latin, sinon on ne dirait pas que c'est le français. Voilà, donc on bricole. Quand je dis bricole, ça n'a rien de négatif pour moi. Au contraire, c'est même plutôt un mot que je trouve assez joli. Bricoler, ça veut dire faire de son mieux, en fait, hein. On fait de son mieux pour essayer de respecter l'aphonie, enfin de respecter les questions de ce qu'on entend, pour les transcrire avec le matériel de l'alphabet latin, pour prendre en compte ou pas prendre en compte éventuellement l'étymologie dont les traces commencent à disparaître à l'oral. Bref, on essaie. Alors, qui c'est qui essaie? Les lettrés de l'époque, hein. Je vous rappelle évidemment qu'à l'époque, tout le monde ne savait pas écrire, loin de là, hein. Il y a seulement quelques personnes qui savaient écrire. Bon, les clercs, les scribes, les gens les plus nobles, etc., les littérateurs de tous bords, enfin, etc. Donc ces gens-là bricolent, ils commencent sans cadre particulier, ils essayent des choses, en fait, tout simplement, hein. Alors ce qui est intéressant de... Alors excusez-moi, oui, pardon. Simplement un petit point historique. Alors, je reviens un peu en arrière, hein, j'en ai conscience par rapport à mon 987, mais bon, c'est amusant de pointer qu'en 842, on a retrouvé en fait, on a retrouvé des serments qui avaient été faits entre deux frères qui se partageaient des territoires. Peu importe historiquement à quoi ça correspond, mais on considère généralement que les serments de Strasbourg de 842, donc avant hein, le 987 que je vous donnais tout à l'heure, est la première trace d'une écriture dans une langue qui n'est plus le latin et qui est du proto-français. Voilà, je serais bien incapable de vous lire, évidemment, mais enfin bon, voilà. Il y a une vraie différence entre le latin et ce qui est écrit ici. Donc, on a les premières traces de ces essais, de ces serments de Strasbourg. Voilà. Et puis, peut-être, juste, là encore, hein, quelques illustrations. Quand on utilise l'alphabet latin, je vous disais, on est confronté à un décalage entre l'outil qu'on a à l'alphabet et la nécessité, c'est ce qu'on veut faire, c'est-à-dire transcrire une langue qui émerge. Alors, par exemple, on utilisait la lettre U pour coder des sons qui n'étaient pas les mêmes. Par exemple, amour avec un U, cru avec un U, avant avec un U, parce qu'on n'avait pas de V à disposition à ce moment-là. Voilà. Et puis, plus amusant encore, si je puis dire, on utilisait ce qu'on appelle les diacritiques, c'est-à-dire qu'on utilisait une lettre, là par exemple le P, non pas du tout pour prononcer un P, mais simplement pour dire à celui qui allait lire: «Attention, la lettre d'après, il ne faut pas la lire U ou OU, il faut la lire V». Donc ce qui a l'air d'être apuril, à gauche, hein, ici,
en fait, c'est simplement pour dire avril. Et le P, si vous voulez, c'est un peu comme un accent, par exemple. C'est quelque chose qui vient dire, attention, le U, il ne faut pas le prononcer U, il faut le prononcer V, par exemple. Voilà. Bon, c'est simplement pour illustrer ce qui a pu se poser aux gens, les problèmes qu'ont pu se poser aux gens qui ont commencé à écrire et qui ont fait ce qu'ils ont pu. Et c'est souvent des gens assez cultivés, donc ils se posaient probablement les bonnes questions, même si la solution que je vous montre sous les yeux a l'air un peu fantaisiste. Alors, vers la fin du Moyen Âge, on rentre dans une période de ce qu'on peut appeler une période d'institutionnalisation. C'est-à-dire que les débats commencent un peu à s'organiser et on commence à ressentir l'envie d'une orthographe qui serait, d'un code de la route, si vous voulez, d'un code orthographique qui serait un petit peu formalisé. C'est-à-dire que chacun fait un peu ce qu'il veut dans son coin. J'aurais pu vous donner des exemples du même texte avec des orthographes différentes. Ça ne gênait d'ailleurs pas forcément grand monde, mais il y a un phénomène, il y a une aspiration à l'institutionnalisation. Alors, cette aspiration à l'institutionnalisation, elle se traduit par certaines innovations, par exemple la CDI, qu'on a trouvé pratique pour indiquer certaines prononciations, l'apostrophe, les accents, donc le E, le L, le A long avec le accent circonflexe, l'ajout de lettres, le J et le V. Donc, on voit bien, on va ajouter des choses dans la boîte à outils orthographique pour essayer d'être plus efficace, tout simplement. Alors, cette nécessité, elle vient notamment du fait que, à cette époque, on invente l'imprimerie et on commence à diffuser. Alors, évidemment, ce n'est pas comme aujourd'hui, bien sûr, mais on commence quand même à diffuser de l'écrit de façon un peu plus systématique. Et les personnes qui sont à la base de ces innovations, ce sont les imprimeurs. Ce sont ces gens qui, finalement, c'est bon? Je vois participants scan now. Oui, c'est bon. Ce sont les imprimeurs qui se rendent compte en fait de la nécessité d'avoir quelque chose d'un peu cadré, d'un peu carré, d'un peu organisé en quelque sorte. On peut se mettre à leur place un instant, hein. Si vous êtes imprimeur, c'est-à-dire si vous devez euh, euh, copier un texte, puis le mettre en plusieurs exemplaires, vous avez envie qu'il soit partagé, partageable, donc vous avez envie de quelque chose, vous avez envie d'un code qui soit à peu près d'équerre, à peu près formalisé. Voilà. Alors, ce qui est amusant, et moi je tiens beaucoup à ça, alors Clément va sans doute reconnaître un peu les éléments qui sont importants pour moi. Ce qui est intéressant, c'est que dès cette époque, on a une opposition entre les imprimeurs un peu indépendants, si vous voulez, et les imprimeurs du roi, qui eux tiennent beaucoup à l'étymologie. Voilà, ils tiennent beaucoup à garder des traces étymologiques, et vous allez voir que c'est très important pour l'histoire de notre orthographe. Donc, c'est ce que j'appelle, avec un petit jugement de valeur peut-être de ma part, encore que pas forcément, parce que le mot conservateur n'est pas forcément très marqué, des tendances conservatrices. Donc, par exemple, on a cette phrase, car les anciens s'avancent, en savoir ou savaient, quelque chose comme ça, plus que nous. Et c'est amusant parce qu'il y avait donc l'idée qu'on allait devoir écrire savant ou savoir avec ce SC. Vous voyez ce SC dans le savant, ici, et savait, savoir. Et en fait, c'est une erreur d'étymologie. Donc, vous avez des fois des conservateurs qui se font plus conservateurs en quelque sorte que le roi, comme on dirait en français. Parce qu'on a cru longtemps que savant ou savait venait de scire en latin avec un SC, c'est le cas par exemple de scientifique, mais en fait, savant et savoir viennent de sapere, donc il n'y a pas de SC. Et on voit comment certains imprimeurs, par exemple les imprimeurs du roi, étaient obsédés à l'idée de rajouter de la complexité, même quand elle n'était pas justifiée étymologiquement. Voilà, c'est ce qu'on appelle parfois faire de l'étymologie populaire. Quatrième point de cet aperçu historique, qui me semble un point absolument crucial si on veut comprendre l'histoire de l'orthographe en France, c'est le fait que le pouvoir s'en mêle. Alors, le pouvoir s'en mêle, ça veut dire le pouvoir met son nez, si vous voulez, dans les questions orthographiques. Alors, il y a deux événements que je trouve importants à signaler, au-delà de l'invention de l'imprimerie, de la diffusion de l'imprimerie. Donc, c'est 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts de François Ier. François Ier décide que le français sera désormais la langue administrative. Voilà. Alors, c'est évidemment un changement de paradigme linguistique très important, puisque ça veut dire que très concrètement, on considère que cette fois-ci, le français est bien la langue de la France. D'accord ? Jusqu'à maintenant, on écrivait les textes en latin quand ils étaient officiels, etc. Mais non, à partir de 1539, on bascule dans ce paradigme du français, la langue de la France, en quelque sorte, la langue au sens administratif. Et puis, en 1635, Richelieu décide de créer une académie, l'Académie française, qui aura notamment à s'occuper de légiférer, si on veut, sur l'orthographe. Avec une idée tout à fait noble, tout à fait,
qui semble tout à fait justifiée, hein, qui est celle d'unifier des pratiques pour plus d'efficacité, pour mieux se comprendre. Donc, on va en quelque sorte lancer l'Académie française dans une mission qui sera celle de perfectionner un outil, l'outil orthographique, si vous voulez, pour qu'il soit, alors c'est moi qui mets les mots ici, hein, efficace, pour qu'il soit fonctionnel, pour qu'il soit à l'usage de tous. Enfin, en tout cas, il me semble que si à l'époque on m'avait demandé de créer l'Académie française, j'aurais eu envie de lui donner cette mission. Et ce qui est très très intéressant, et j'aurais presque envie de dire, si vous ne retenez qu'une chose de ce que je vous dis ce soir, ça serait peut-être celle-ci, parce que ça, c'est souvent pas su en France, je veux dire, hein. Ce qui est très intéressant, c'est que dès le début, l'Académie française va déclarer, vraiment à la base, hein, de sa création, la compagnie, donc la compagnie, c'est l'Académie française, hein, déclare qu'elle désire suivre l'ancienne orthographe. Et cette ancienne orthographe, elle va avoir pour but de distinguer les gens de lettres. Excusez-moi, ça, c'est une erreur de ma part, hein, ce n'était pas lettres, c'est lettres, hein, d'avec les ignorants et les simples femmes. Voilà, alors je passe sur la misogynie totale du propos, mais ce serait presque anachronique de le présenter comme ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'Académie française, dès le début, nous dit, en fait, on va créer une orthographe qui va rendre les choses difficiles pour que les gens les plus simples n'y aient pas accès. Voilà. Alors évidemment, on ne peut pas parler de distinction au sens de Pierre Bourdieu, le sociologue français. Ça serait considérablement anachronique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on voit bien ce qu'il y a en germe derrière dans les propos de l'Académie française. Alors c'est très important parce que cette déclaration, finalement, elle va expliquer tout ce qui va se passer après. Et j'aurais presque tendance à dire tout ce qui se passe encore aujourd'hui, ce qui est quand même assez terrible d'une certaine manière. Voilà. Donc, il ne s'agit pas tant de créer un outil fonctionnel, nous dit l'Académie française, que de créer un outil qui va permettre de distinguer les bons des mauvais, les bêtes des intelligents, les nobles des plus simples, etc. Alors, cinquième élément, alors là, je vais brosser vraiment un gros trait parce que je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en 1694, donc l'Académie française publie son premier dictionnaire, avec une orthographe extrêmement chargée, hein, beaucoup d'étymologie, hein. On simplifie des petites choses, par exemple ici, hein, simplification de certaines consonnes qui ne s'entendaient plus, construct, là, qui devient un construit, hein, conformément à la prononciation. Mais enfin, globalement, on a une orthographe qui est très chargée, qui, à vrai dire, est plus chargée au sens de lettres inutiles qu'elle ne l'est aujourd'hui, hein. Il y a quand même eu un phénomène de simplification, heureusement, sur les siècles qui sont passés. Mais enfin, c'est une orthographe, hein, qui ne correspond pas à l'oral à l'époque. Je signale que des lexicographes comme Richelet, par exemple, en 1680, avaient fait des propositions, hein, pour simplifier ce qui était en train de devenir, hein. Par exemple, horizon sans H, système avec un I et pas un Y, difficile avec un seul F, parce qu'on considérait déjà qu'il ne servait à rien. Mais l'Académie française ne va pas du tout suivre en fait ces préconisations de ces premiers linguistes, si vous voulez, qu'étaient les lexicographes. Voilà, alors après, bon, c'est peut-être un petit peu chargé, c'est simplement pour donner quelques étapes. En 1718, on a une nouvelle édition qui renforce encore les d'étymologie. Par exemple, avec ici asile, d'accord, alors que archétype n'a pas de Y à ce moment-là, hein, d'accord, mais on a le CH. En 1740, on a plutôt une tendance à la simplification, notamment des consonnes doubles. Un peu plus tard, on va avoir des alignements avec l'oral, donc on est plutôt dans une logique au XVIIIe siècle, hein, sous l'influence des philosophes des Lumières, d'alignement avec l'oral, bref, de simplification. En 1798, eh bien, c'est la Révolution, hein, pas la Révolution orthographique, hein, la Révolution française, et l'Académie est supprimée sous le joug de l'Académie, et des propositions sont faites pour simplifier certains mots. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Baptême, on enlève le P. Anonyme, on enlève le Y. Courrier, on met qu'un seul R. Mais en fait, ce ne sera pas du tout validé. Et au retour de la monarchie, quand l'Académie revient, elle réimpose une écriture, disons, plus chargée étymologiquement. Anonyme reprend son Y, et on va même jusqu'à encore compliquer certaines orthographes, certains mots, avec rythme, par exemple, qui prend un H de plus qu'il en a finalement aujourd'hui. Alors, en 1835, hein, on a une édition que j'appelle ici l'édition étalon, dans le sens où c'est celle qui va fixer une orthographe relativement proche de la nôtre, même si certaines réformes vont encore modifier des choses. En 1878, par exemple, on va simplifier. Alors, par exemple, je trouve ça assez intéressant, hein, on a simplifié
enfin simplifié. Quand je dis simplifié, on a harmonisé les accents avec la prononciation. Par exemple, allégé, on met un accent aigu, allège, on met un accent grave. Avènement, on met un accent grave. Et il se trouve que le mot événement avait été oublié, c'est-à-dire que le mot événement, on avait oublié de lui mettre un accent grave, on lui a gardé son accent aigu. Eh bien aujourd'hui, vous avez encore des gens qui refuse d'appliquer les rectifications de 1990 sur lesquelles je vais revenir un tout petit instant, parce qu'il serait absolument essentiel d'avoir un accent aigu sur événement, alors que quand on regarde historiquement, il s'agit simplement d'un oubli, d'une petite erreur d'inattention des académiciens. Voilà, c'est plutôt amusant. Alors, au XXe siècle, ben, c'est des débats, les débats dont je parlais tout à l'heure, qui donnent lieu à pas mal de malentendus. Ces débats émerge essentiellement, bon, il y a plusieurs acteurs, plusieurs protagonistes, mais je crois vraiment que l'influence de l'école est très importante puisque, comme vous le savez peut-être, à la fin du 19e s'impose une école laïque, obligatoire, pour tous, hein, c'est surtout ça qui est important. Et comme on commence à massifier en quelque sorte l'éducation, ben, on commence à se poser des questions, et notamment sur l'orthographe. Hein. L'orthographe, elle peut rester très compliquée et très complexe tant qu'elle n'est que pour que quelques-uns qui n'ont que ça à faire, entre guillemets, mais quand il faut éduquer tout le monde, tous les enfants de France, on commence à se demander si notre orthographe n'est pas un tout petit peu compliqué. Donc, disons, l'émergence d'une école globale, en quelque sorte, pose ces questions. Alors, il n'y a pas que l'école. Hein. Les premiers dictionnaires privés commencent à s'imposer, hein, donc forcément, les lexicographes rentrent dans le jeu. Les écrivains également hein, sont très partie prenante dans les débats sur l'orthographe. Alors, ce qui est très amusant, enfin, je ne sais pas si c'est amusant, mais en tout cas, c'est cocasse, c'est qu'en fait, au moment du Moyen-Âge et même à la Renaissance, les écrivains étaient très réformateurs. C'est-à-dire que les écrivains avaient une tendance plutôt à vouloir simplifier l'orthographe. Bon, aujourd'hui, la plupart des écrivains que je connais ne militent pas du tout pour une simplification de l'orthographe. Ils sont plutôt dans une tradition assez conservatrice, même d'ailleurs quand ce sont des écrivains jugés novateurs ou modernes du point de vue de ce qu'ils écrivent. Les politiques s'en sont pas mal mêlés, ne serait-ce que parce qu'ils avaient à gérer la question de l'école. Et puis les linguistes aussi, les linguistes ont commencé à s'intéresser à l'orthographe. Bon, à vrai dire, ils ont mis un petit peu de temps, les linguistes, à s'intéresser à l'orthographe parce que bah, ils ont longtemps pensé un peu comme Clément. Hein. Clément disait tout à l'heure que ce n'est pas ce qui l'intéressait le plus, l'orthographe, a priori. Et c'est vrai que les linguistes étaient un peu pareil. Ils avaient un peu l'impression que finalement, le code orthographique était créé de façon très idéologique. Ils n'avaient pas tort d'ailleurs. Et du coup, il n'y avait pas grand-chose à aller investiguer d'un point de vue scientifique sur cette espèce d'outil créé de façon très artificielle et chargé d'idéologie. Alors, certains linguistes se sont quand même penchés sur l'orthographe d'un point de vue linguistique, je vais y revenir, et puis d'autres se sont intéressés justement aux aspects sociaux qui étaient liés à la question de l'orthographe. Voilà. Alors, oui, je ne sais plus où je l'avais mis. Oui, c'est ça. Par rapport à cette question d'école, hein, ce qu'on va faire à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, c'est que, bon, comme on a du mal à se convaincre qu'il faut réformer l'orthographe parce que les conservatismes sont très forts, on choisit une autre option, mais qui ne va pas non plus aboutir. On demande à certains inspecteurs de l'éducation nationale de proposer comment dire, de mettre en place des règles, des dispositions pour que les enseignants soient un petit peu moins sévères avec les élèves. Voilà. C'est-à-dire qu'on institue une sorte de tolérance partant du fait que l'orthographe du français est extrêmement difficile à maîtriser. Quelques commissions vont voir le jour hein, en 1893, 1965, mais il y en aura d'autres hein, qui vont cycliquement essayer de faire des propositions pour simplifier. Alors, par exemple, des choses toutes bêtes, hein, pour harmoniser les pluriels, hein, se débarrasser des pluriels en X, ou simplifier aussi, vous savez, les lettres étymologiques du type PH, TH, etc., écrire blasphème avec un F et non pas avec un PH. Bon, ces choses-là ne seront pas du tout admises et comme vous le savez sans doute aujourd'hui, on continue à écrire en français bijou avec un X et personne ne se pose plus tellement la question. Alors, une réforme a eu lieu en 90, donc assez récemment, en 1990. On n'a pas appelé ça réforme parce qu'on avait peur de faire peur à tout le monde, donc on a appelé ça des rectifications. Hein, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin. Alors, je vous ai mis quelques exemples de rectifications. On peut écrire maître sans accent circonflexe, oignon sans ce i un peu étrange, renouvellement avec un accent grave à la place des deux L, etc., etc. Alors, ces rectifications sont toujours officiellement en place.
bon, beaucoup de gens, à vrai dire, ne les connaissent pas et ne les respectent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui a été dit clairement en 1990, c'est que de toute façon, qu'on écrive l'un ou l'autre, on ne pouvait pas être sanctionné. Voilà, on pouvait respecter, entre guillemets, l'ancienne orthographe si on était un adepte, ou respecter la nouvelle si on préférait, mais on ne pouvait pas être sanctionné. Alors la difficulté, c'est quand beaucoup d'enseignants ne connaissent pas ces rectifications, parfois ils sanctionnent leurs élèves, alors qu'ils n'en ont pas véritablement le droit. Mais enfin bon, c'est comme ça. Alors il se trouve que cette réforme a reçu vraiment un accueil un peu mitigé, qu'elle a déclenché encore de nouveaux débats et puis qu'elle est tombée plus ou moins aux oubliettes. Ça fait 30 minutes, Thomas. Ok, Tu m'avais- d'accord. Bon, je vais avoir un petit peu de mal à respecter mon timing, mais si tu me laisses 5 minutes de plus, ça devrait aller. Euh, mais merci de me le dire, hein. Alors ensuite, je vous propose maintenant, donc j'ai terminé sur la question historique, mais je vais revenir d'une certaine manière avec la question sociolinguistique qui sera beaucoup plus jetée comme ça, beaucoup plus. Là, il y avait beaucoup de choses à vous dire. Euh, mais d'abord, un aperçu linguistique. Donc, les linguistes ont mis du temps à s'intéresser, donc je disais, à l'orthographe. Mais par contre, ils se sont assez tôt intéressés à la question de l'écriture. Alors, si on suit Saussure, et ce n'est pas d'une grande originalité, mais il fait partie de ceux qui l'ont dit au début du XXe siècle, Ferdinand de Saussure, euh, on opposait généralement deux types d'écriture, deux types de passages à l'écrit. Un passage à l'écrit idéographique, hein, les idéogrammes chinois, par exemple. Si je ne me suis pas trompé, celui-ci veut dire feu, donc il renvoie à un mot, hein, d'accord. Vous avez un signe pour un mot, et puis vous avez les écritures qu'on peut qualifier après Saussure de phonétiques, hein, par exemple. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec l'orthographe, avec l'API, hein, l'écriture des sons, mais peu importe, hein. Compter, on écrit compter. Il a, on écrit il a. Couvert, on écrit couvert. Bon, c'est le principe des écritures alphabétiques qui se sont largement développé. Alors, ce qu'on a pu pointer, en fait, c'est que les écritures idéographiques avaient tendance à basculer rapidement vers des systèmes mixtes avec du phonétique. Donc, j'ai pris cet exemple au chinois. Je ne connais pas du tout bien le chinois, hein, mais je me suis renseigné un petit peu. Ici, vous avez, par exemple, un élément phonique, yin, qui va modifier feu pour dire, en fait, qu'on parle de là, en l'occurrence, qu'on parle de la fumée, yan. D'accord. Donc, yan, c'est la fumée. Et comme on met yin, l'élément phonique associé à un élément idéographique du feu, on comprend qu'il s'agit de yan. Mais ceci dit, les écritures phonétiques ont aussi une forme de rappel idéographique. Alors, ça peut sembler moins net, mais par exemple, quand vous avez le mot compter ici, hein, qui se lit compter, vous pouvez aussi l'écrire compter comme ça, et vous avez une différence idéographique entre les deux manières d'écrire la même chose, hein, au sens de ce qui se prononce, compter, hein. Le A, c'est pareil, hein, quand vous dites il a, bon, bien sûr, vous l'écrivez sans accent, mais vous savez très bien qu'on peut avoir la préposition avec accent et puis le verbe avoir sans accent. Et puis couvert, si je dis couvert, eh bien, le simple fait de mettre un espace entre le cou et vert ne veut plus dire la même chose, hein. Le couvert, c'est par exemple je suis bien couvert pour sortir. Et un cou ouvert, ce serait j'ai le cou de la couleur verte. Voilà. Donc c'est bien des signes en fait qui relèvent de l'idéographie qui nous permettent de comprendre la différence. Voilà. Alors, je voulais absolument en parler parce que je me suis renseigné un petit peu. Je le savais, mais je n'avais pas regardé dans le détail. Il se trouve que, et j'en ai honte, hein, j'avoue, il se trouve que c'est un linguiste russe qui a été le premier à faire un travail très systématique sur l'orthographe du français. Et encore une fois, hein, je l'ai un peu découvert dans le cadre de la préparation. Enfin, je savais, hein, en fait, mais je n'avais pas regardé dans le détail parce que je me fiais à Nina Katash, qui est un peu la papesse de l'orthographe en France. Mais j'avais tort parce que Vladimir Gak, en 1959, a publié un livre, peut-être certains d'entre vous connaissent, je ne sais pas, sur l'orthographe du français. Et il y avait défini 5 principes sur lesquels je vais aller assez vite parce qu'ils ne sont pas très compliqués à comprendre, je crois. Mais je trouve ça assez magnifique parce qu'en fait, Nina Katash et les gens qui ont travaillé sur l'orthographe après n'ont pas dit de choses tellement différentes, en fait. Alors, le premier principe, c'est le principe phonético-graphique pour le français, qu'on retrouve dans plein de langues, c'est-à-dire qu'une graphie, hein, une lettre va correspondre à un son ou des sons. Voilà. Ensuite, il y a un principe morphologique, hein, qui va au-delà de ce principe phonético-graphique. Quand je dis des vaches, je n'entends pas de S à la fin, je n'entends rien de spécial. Vache au singulier se prononce pareil que vache au pluriel. C'est le D qui m'indique à l'oral qu'il y en a plusieurs. Mais par contre, à l'écrit, j'ai un principe morphologique, j'ajoute un S. Il y a un principe de tradition, dit Vladimir Gak, qui dit que des fois, il y a des signes qui ne sont plus nécessaires, qui ne servent plus à rien, mais qu'on garde par tradition. Alors typiquement, l'accent circonflexe en français, plus personne, j'exagère, plus grand monde en France ne prononce ce mot, pâte, en disant pâte.
En tout cas, certainement pas moi. Donc l'accent circonflexe ne sert plus à grand-chose, mais on l'a gardé. C'est joli, on y tient. Il y a un linguiste français qui s'appelle Bernard Cerquinini qui avait écrit un livre très joli qui s'appelle «L'accent du souvenir». Il y avait un petit peu d'ironie là-dedans, pour nous dire que l'accent circonflexe était surtout un accent pour se rappeler qu'avant on prononçait autrement, puisqu'en fait il ne servait plus à rien aujourd'hui. Principe traditionnel. Ensuite, il y a le principe différentiel qui est très facile à comprendre. Quand vous prononcez «saut», ben, vous ne savez pas isolément si je parle du seau dans lequel je mets de l'eau ou si c'est le seau royal qui s'écrit S-C-E-A-U. Eh bien, le principe différentiel nous permet à l'écrit de faire cette différence qu'on n'entend pas à l'oral. Et puis le principe étymologique dont j'ai déjà un petit peu parlé, c'est l'idée que, eh bien, des fois, on a besoin, par valeur un peu patrimoniale, de garder des choses qui ne sont pas forcément utiles dans la transcription, mais qui nous permettent de nous rappeler que photographie vient d'un mot grec. Voilà, par exemple. Voilà, c'est les 5 principes qu'avait fixé Vladimir Gak, mais moi, je vais quand même m'attacher un tout petit peu, mais ce ne sera pas plus long, à Nina Katash, qui à partir des années 60, alors malheureusement, elle est décédée très prématurément, un peu rapidement. Ça a créé un sacré trou dans l'histoire de l'orthographe du français. Bon, c'est comme ça, mais elle a eu largement le temps de laisser un travail très ample sur la question de l'orthographe et elle a redéfini ces 5 principes, hein, dans quelque chose que moi je connais mieux parce que je suis plus habitué. Le première chose, c'est le principe d'un système phonographique. On a fondamentalement un système phonographique. Alors, phonographique, le mot c'est très compliqué, mais en fait, c'est pas très compliqué, hein, c'est simplement je transcris par les lettres, graphie, ce que j'entends, phono. Alors, on a des exemples ici très simples, hein, que, o, l, i, br, ri, et puis orthographe, alors qui est un peu plus compliqué parce qu'on a le TH et le PH, puis un E qui ne s'entend pas, mais on voit bien l'idée qu'il y a derrière et que vous la connaissez, elle existe dans plein de systèmes et notamment en russe, bien entendu. Voilà, ce principe phonographique est complété par ce qu'on appelle de la sémiographie. Alors, excusez-moi, c'est un tout petit peu jargonnant, mais bon, c'est pas très compliqué non plus, hein. Vous avez de la sémiographie grammaticale. Par exemple, j'ajoute un S à colibri pour dire qu'il y en a plusieurs. Vous avez de la sémiographie qui relève du lexical. Vous ajoutez un C à blanc pour rappeler blanche, un T à petit pour se souvenir qu'on va dire petite, hein. Vous avez un lien entre les mots. Et puis, vous avez plutôt une sémiographie logographique qui correspond au principe différentiel de Gak, hein, qui dit qu'on va pouvoir distinguer des mots grâce à des logiques de ce qu'on peut appeler d'hétérographie, hein, d'accord, de graphies différentes. Voilà. Tout ça a une forme de cohérence bon, qui finalement, bon, dite comme ça, simplement comme ça, ça me paraît compréhensible et assez défendable. Voilà. Alors le problème, c'est qu'en français, tout particulièrement en français, c'est pas la seule langue, hein, bien sûr, mais enfin la seule orthographe, mais en français, il y a quand même beaucoup de choses qui sont compliquées. Alors par exemple, on peut pointer le fait qu'une même lettre peut très régulièrement coder différents sons. Partie, le T, va se prononcer ce dans partiel. Un même son peut être codé par différentes lettres. Le I, le son I peut s'écrire I ou Y, et sans doute d'autres choses. Plusieurs lettres vont pouvoir coder un seul son. Alors, ça peut sembler naturel quand on est habitué à l'orthographe du français, mais après tout, pourquoi? Hein, le son ON va se coder ON, et puis en fait, le ON, quand vous allez l'avoir dans bonifié, vous n'allez plus le prononcer ON. Vous allez avoir une seule lettre qui peut même parfois coder plusieurs sons. Quand je prononce le mot crier, crier, je prononce d'abord un I, puis un I. C'est ce qu'on appelle un iode, crier. Donc je prononce bien deux sons. C'est codé par une seule lettre. Et puis, bien sûr, vous avez aussi l'idée que beaucoup de lettres ne s'entendent pas. Tu parles avec un S, joli quand c'est féminin avec un E, ou le P de baptême. Bref, vous avez un ensemble de choses qui finalement échappent en quelque sorte à ce qu'on peut appeler un système phonographique qu'on pourrait qualifier de transparent, c'est-à-dire simple au maximum, une lettre, un son, une lettre. Alors je sais bien que dans la plupart des orthographes du monde, ce n'est pas tout à fait le cas, même s'il y a des orthographes comme le turc qui correspondent à ça, mais enfin le français est véritablement un modèle de complexité vis-à-vis de cette transparence qu'on pourrait en quelque sorte espérer dans un meilleur des mondes orthographique en quelque sorte. Alors évidemment, certains d'entre vous se disent peut-être, mais oui, mais en fait ça, monsieur, ce sont pas, ce sont pas juste des choses, des failles, hein, ce sont des richesses. Bon, bah, il me semble que c'est contestable. Alors c'est là qu'on pourra peut-être discuter un petit peu. Ce sont ce sont des richesses peut-être, mais peut-être pas, d'accord? Alors par exemple, on va me dire, «Mais oui, mais c'est absolument indispensable d'avoir tu parles avec un S et il parle avec NT, sinon on ne comprendrait pas». Eh bien regardez en anglais, I talk, you talk, they talk.
Ça ne les gêne absolument pas, ce mot talk qu'on prononce toujours de la même façon, de le réécrire toujours de la même façon, parce que le sujet I, you et they permet de désambiguiser, hein, c'est-à-dire de créer le sens sans problème. Donc pourquoi aurait-on absolument besoin de ce S, ENT? Je ne suis pas en train de vous dire que je veux m'en débarrasser, hein. Je suis simplement en train de vous dire que peut-être ce n'est pas si nécessaire que ça. En tout cas, c'est discutable. On nous parle aussi beaucoup d'hétérographie, c'est-à-dire qu'on nous dit beaucoup, oui, mais c'est absolument indispensable que tu comptes, s'écrivent comme ça ici, tu comptes tes sous, et s'écrivent comme ça ici, tu comptes une histoire. Mais en fait, là encore, c'est discutable, parce qu'à l'oral, si je vous dis tu comptes tes sous, vous comprenez que je parle de compter au sens de arithmétique. Si je vous dis tu comptes une histoire, vous comprenez également que je parle de raconter une histoire. Vous n'avez pas besoin à l'oral de ça. Donc pourquoi en auriez-vous besoin à l'écrit? Ça peut se discuter. Alors, ça peut en fait, dans certains cas, peut-être certains d'entre vous me poseront des questions sur ça, ou en tout cas viendront discuter. Je vais vous prendre un autre exemple. Si je vous dis une salade d'avocat, je ne pense pas que vous allez croire que je suis en train de vous parler d'une salade d'homme de loi. Si je vous parle de la plaidoirie de l'avocat, je pense que vous n'allez pas penser que vous avez un fruit, l'avocat, qui est en train de faire une plaidoirie, à part si vous êtes peut-être dans un roman de Lewis Carroll. Voilà. Et puis, troisième aspect, l'étymologie. Alors évidemment, certaines personnes vont vous dire, mais l'étymologie, c'est absolument indispensable, on ne peut pas s'en passer. Bon, bah peut-être, mais en même temps, regardez l'italien Photographia, il s'en passe très bien, et que je sache, la littérature italienne est aussi belle que la littérature française. Voilà. Donc, ces richesses qu'on défend, on peut tout à fait les défendre avec un certain point de vue, mais il me semble qu'on peut en quelque sorte les déconstruire, en quelque sorte. Voilà. Et puis alors, Clément, je vais vraiment bientôt m'arrêter. Je vais aller vers la question sociolinguistique qui va finalement aller relativement rapidement, vous allez voir. Donc, on pourrait en fait s'attendre, en orthographe en général et en français, en orthographe du français en particulier, à une volonté de simplifier. Hein, pourquoi cette volonté de simplifier? Pour des raisons toutes bêtes finalement, hein. Faciliter l'acquisition de l'écriture, mieux faire correspondre l'oral avec l'écrit, faciliter l'intercompréhension, optimiser la fonction sociale de l'orthographe, réduire la logique discriminante, distinctive de l'Académie française du XVIIe siècle. Bon, il y a plein d'arguments qui pourraient justifier de la simplification. Mais ce qui me semble très intéressant, et j'insiste beaucoup sur ça avec mes étudiants en master, ce qui me semble très intéressant, c'est d'identifier qu'en fait, en France en particulier, mais encore une fois, pas seulement, en France en particulier, on est sur des espèces de crispations à l'idée de simplifier au nom de certains principes. Alors, je vais les énumérer, et puis on aura l'occasion peut-être d'en discuter. Euh, les raisons de ne rien changer. Alors d'abord, il y a quelque chose qui, moi, m'a toujours absolument sidéré, je vous le dis franchement, je vous donne mon opinion, la position logique. C'est-à-dire que vous avez des gens, je vous assure, qui vous disent chaque chose, chaque exception est justifiée, tout est à sa place, tout est parfaitement logique. Voilà. Alors qu'il suffit de voir l'histoire de l'orthographe du français, dont je vous ai donné un petit aperçu, pour se rendre compte que tout ça n'a de logique que le nom. Voilà. Un autre argument qui pourrait se confondre avec ce précédent, c'est la position fonctionnelle. C'est-à-dire que vous avez certaines personnes qui vous disent oui, oui, c'est compliqué, mais chaque signe a une fonction dans le système absolument indispensable. Par exemple, il est absolument indispensable de mettre un S au verbe après le tu. C'est totalement indispensable pour faire fonctionner la compréhension. Bon, c'est totalement discutable, comme je vous le disais à l'instant. Il y a la position, alors qui me semble cette fois-ci beaucoup plus critiquable, la position méritocratique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui dit, oui d'accord, l'orthographe du français, c'est une orthographe compliquée, mais c'est l'orthographe du mérite. Voilà, c'est-à-dire que c'est une école de la rigueur, et quand on maîtrise l'orthographe, on est fort, on est bon, etc. etc. Moi, j'ai vu un des enseignants me dire, oh, on ne va pas tout on va pas tout simplifier, moi je me suis bien fatigué à apprendre l'orthographe, je ne vois pas pourquoi mes élèves aujourd'hui ne se fatigueraient pas également. Vous voyez quand même toutes les limites d'une position comme celle-ci, il me semble. Vous avez aussi des positions qui me semblent pour le coup plus intéressantes, une position patrimoniale, c'est-à-dire l'orthographe, elle permet de garder une trace de la langue du passé. Donc c'est important de la garder, cette trace. Le péage dans photographie, il est important pour garder cette trace de ce qu'on a été avant. Bon, ça peut se défendre, le problème c'est qu'au nom de cette position patrimoniale, on risque de se retrouver avec une langue qui n'a plus rien à voir avec son oral.
la position esthétique, qui est peut-être finalement celle qu'on entend la première quand on parle de réforme, c'est toujours assez amusant. Mais bon, on ne peut pas demander aux gens de passer leur temps à raisonner en scientifique, hein. C'est normal aussi de raisonner en artiste, hein. Donc, par exemple, vous allez avoir mes rythmes, c'est beau de l'écrire comme ça, hein. Demandez à la plupart des musiciens, je pense que la plupart refuseront d'écrire rythme, R-I-T-M, parce qu'ils vous diront que c'est affreux. Alors évidemment, vous ne pouvez rien dire à ça, hein. La position esthétique, c'est les goûts et les couleurs. Donc là, il n'y a pas de. Vous pouvez déconstruire, mais vous ne pouvez pas vous opposer si les gens insistent pour dire que c'est plus beau. Et puis, alors, il y a la position qu'on pourrait qualifier d'identitaire, qui en fait est quand même celle qui généralement achoppe le plus, hein, pose le plus de problèmes et provoque des crispations extrêmement fortes. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, les gens ne veulent pas simplifier l'orthographe, ne veulent pas la modifier, parce qu'ils considèrent que l'orthographe, c'est le visage de la langue, que la langue, elle est associée au peuple, hein. Vous savez, une langue, une nation, c'est pas qu'en France, mais c'est notamment en France. Et évidemment, on a l'impression que si on modifie l'orthographe, eh bien, en quelque sorte, on modifie son propre visage, hein. Vous savez, le mythe du Gaulois, alors que le Gaulois n'a jamais évidemment parlé le français, le mythe de Jeanne d'Arc, des choses comme ça. On retrouve ça évidemment dans cette position qu'on peut qualifier d'identitaire. Et au-delà de ça, je dirais comme un chapeau de tout ça, c'est le fait qu'on considère généralement que l'orthographe, eh ben, ma foi, c'est sacré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y toucher et que l'orthographe telle qu'elle est, elle ne peut plus bouger, alors que j'ai essayé de vous montrer, certes un peu rapidement, que finalement la manière dont l'orthographe avait été institutionnalisée était le produit de certaines idéologies ou de certains a priori, certains préjugés. Voilà. Clément, est-ce que j'ai encore quelques minutes? Bah, je pense que oui, on n'a pas vraiment de Bon, limitation. je Si peux tu veux dépasser un rajouter. petit peu. C'était simplement pour vous dire, je ne sais pas si il y a peut-être des enseignants parmi vous. Bon, mais c'est vraiment jeté comme ça, hein. Je ne vais pas aller dans le détail, mais ce qui est assez frappant, moi je suis enseignant, j'ai été enseignant longtemps dans le primaire aussi. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a une forme de paradoxe à l'école, alors là vraiment plus particulièrement en France, c'est-à-dire que on passe son temps à avoir du mal à enseigner l'orthographe en France, on passe son temps à enseigner l'orthographe et à achoper sur cette question de l'orthographe. On perd énormément de temps avec toutes ces exceptions, tous ces pièges, toutes ces difficultés que j'ai évoquées un peu rapidement. Mais le paradoxe, c'est que quand on interroge des enseignants en leur demandant, bon, bah alors à ce moment-là, si c'est si compliqué, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution plus simple qui consisterait à se lancer dans une grande réforme de l'orthographe? Pas pour tout balayer, hein, mais pour simplifier certains éléments. Par exemple, pour écrire bijou, chou, genou, caillou avec un S et pas de X. Finalement, à quoi ça sert de passer 3 heures avec les enfants à faire une leçon sur le X de bijou, chou, genou, caillou? Eh bien, quand vous faites cette proposition, une grande partie des enseignants, pas forcément tous, hein, disent: «Ah ben non, on ne peut pas toucher à l'orthographe». Voilà, donc finalement, quand on propose cette solution, c'est vrai, hein, qui peut sembler un peu radicale, eh bien, il y a cette position un peu paradoxale des enseignants. Et je trouve que c'est intéressant, cette position des enseignants, parce qu'elle reflète bien la position des gens en France, en général, même quand ils sont eux-mêmes victimes des difficultés orthographiques. Parce que finalement, quand les gens ont le pouvoir symbolique que leur confère l'orthographe, je pense aux écrivains, je pense aux professeurs d'université, je pense aux journalistes, eh bien évidemment, on peut comprendre que ces gens-là ont très envie de garder ce pouvoir symbolique et de ne pas modifier l'orthographe. Ça peut se comprendre. Mais on se rend compte que finalement, les gens qui en sont victimes, quand on fait ces propositions de simplification, ben, en fait, ont l'air de s'accrocher également à cette orthographe qu'on a héritée de cette histoire très idéologique, comme je vous le disais parfois. Voilà. Ça, une conclusion très rapide, simplement pour vous dire que l'histoire de l'orthographe, c'est une histoire que je qualifierais volontiers de tortueuse, hein, c'est-à-dire de mouvante, qu'il faut explorer, hein, pour essayer de comprendre le système tel qu'on l'a aujourd'hui, hein. On hérite d'un système, hein, il faut bien faire avec, hein. Moi, je fais avec, hein. Ce n'est pas parce que je vous dis que système, à un moment, a pu s'écrire avec un I et pas de Y que je l'écris avec un I, hein. Je respecte les règles qu'on me donne, hein. Je suis obéissant. Alors, on pourrait se poser la question de l'être ou de pas l'être, d'ailleurs, hein. Et puis, l'idée, hein, ce que j'ai essayé de faire, rapidement bien sûr, mais c'est de comprendre ce système, c'est aussi permettre de déconstruire des représentations, c'est-à-dire des idées qu'on se fait sur ce que devrait être, sur ce que doit être une orthographe, et en particulier l'orthographe du français. Voilà, eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là et vraiment, je suis vraiment très preneur de vos questions ou simplement de vos remarques, et notamment sur d'autres orthographes que vous connaissez, si ça fait écho. Voilà, je laisse la parole à soit Clément, soit Anna, je ne sais pas comment vous
s'organiser ensuite. Bah, surtout aux auditeurs, s'ils ont des questions à poser, c'est le bienvenu. Maria, vas-y. Merci beaucoup. En fait, je voulais d'abord remercier Thomas pour cette magnifique possibilité. Alors, la conférence était vraiment super intéressante. Alors, moi, comme étudiant de l'Université linguistique de Moscou, j'apprends aussi la phonétique théorique du français, en général la linguistique. Alors, ça m'intéresse beaucoup. Et en fait, je voudrais poser une question qui n'est pas justement liée peut-être à votre sujet. Mais alors, je sais que le français était depuis longtemps, je sais pas, depuis des siècles, considéré comme alors le français, c'est-à-dire la nation, les Français étaient toujours très fiers de leur langue. Ce qu'on peut aussi voir, par exemple, remarquer chez Antoine de Rivarol, avec avec son œuvre, oui, Universalité de la langue française. Je crois que là, il a dit aussi que les Français, ils sont si fiers de leur langue. Oui, que c'est et alors, est-ce que maintenant c'est aussi le cas toujours avec les changements, alors avec le franglais et tout ça, est-ce que c'est toujours le cas ou... Oui, oui, c'est toujours le cas, mais merci beaucoup pour cette question. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous pointez, c'est que finalement, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas qu'une question d'orthographe. C'est-à-dire que moi, je vous ai parlé de l'orthographe parce que c'était la demande, et puis parce que là, vous allez, je crois, partir sur l'idée d'une dictée zéro. Enfin bref, peu importe, on parlait d'orthographe. Mais vous avez tout à fait raison, hein. On s'arc-boute, hein, c'est-à-dire qu'il y a des crispations très fortes au-delà de l'orthographe sur la langue, hein, effectivement. Alors, bon, Rivarol, il y a tout un courant de pensée qui n'est pas forcément totalement original, mais c'est vrai qu'en France, c'est particulièrement fort, qui vient défendre l'idée, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, vous savez, sur la question de l'orthographe qui serait forcément parfaite. Donc, vous avez encore des tas de gens aujourd'hui, hein, c'est souvent des écrivains, qui vont vous expliquer qu'il n'y a rien à faire, hein, la langue française, c'est la plus logique du monde, quoi. Voilà. Alors, je voudrais vraiment, au cas, vous avez tout à fait le droit, je suppose que c'est le cas pour la plupart d'entre vous, vous avez tout à fait le droit d'être passionné du français, d'aimer la culture française associée, d'aimer sa littérature, hein. Moi, j'aime beaucoup la littérature française, hein. J'aime aussi la littérature russe, ceci dit. Euh, Vous avez tout à fait le droit d'aimer ça. Je ne pas du tout, je voudrais surtout pas que vous pensiez que je suis en train de vous reprocher d'aimer la langue française, c'est pas du tout ça. Mais la linguistique a montré depuis, je ne sais pas, depuis une centaine d'années, bon, peut-être un petit peu, c'est un peu compliqué. Enfin, en tout cas, depuis un moment, hein, je dirais depuis à peu près un siècle, la linguistique a montré qu'il n'y avait aucune langue qui était plus logique ou plus efficace ou qu'une autre, hein. La seule différence qu'on fait entre les langues, c'est des différences de prestige. Et ces différences de prestige, elles sont tout simplement associées à des histoires et à des idéologies, hein. Si aujourd'hui, la langue la plus prestigieuse d'une certaine manière, mais d'une certaine manière seulement, hein, c'est l'anglais, c'est simplement parce que les Américains ont réussi à imposer un modèle culturel, notamment par leur cinéma, et un modèle économique, et bien entendu une domination militaire. Et c'est pour ça, hein, que la langue anglaise est devenue la langue dominante. Ce n'est absolument pas parce que la langue anglaise serait soit plus logique, soit plus facile, soit plus ceci, soit plus cela. Alors, pour répondre de façon plus précise à votre question, oui, en France, on continue à avoir des tas de gens qui sont très nombreux, je n'ai pas d'enquête sur ça, mais ils sont très nombreux, qui pensent que le français est forcément et nécessairement une très belle langue, elle est forcément d'une grande logique, elle est forcément mieux organisée que la plupart des autres. Et vous avez des gens, hein, qui vont vous dire, hein, que l'italien, c'est une très belle langue pour faire de la poésie et pour chanter, mais qu'il n'y a rien à faire, hein. Pour raisonner, le français est beaucoup plus efficace. Bon, c'est une absurdité scientifique totale. Voilà, je le dis avec beaucoup d'aplomb parce que ça a été vraiment montré. Voilà. Et je le dis notamment parce que en France, pour continuer un petit peu sur votre question, sans avoir trop l'esprit d'escalier, je laisserai la parole après. Ce qui est très frappant en France aujourd'hui, c'est que vous avez des gens, hein, qui sont capables de vous dire qu'une langue comme l'arabe est une langue pas logique et moche, alors qu'une langue comme l'allemand est une langue noble. Voilà, ce qui est complètement absurde. Et évidemment que derrière, ce sont simplement des discours de xénophobie, hein, bien entendu, hein. C'est-à-dire que les langues européennes, bon, ça va à peu près, hein, parce que c'est à peu près nos voisins et nos amis. Alors par contre, la langue arabe, ce serait une horreur. Évidemment, c'est une absurdité absolue, et ça n'a rien à voir avec les langues. Ce qu'il y a derrière, ce sont des questions uniquement politiques, idéologiques, des préjugés, etc., qui n'ont rien à voir avec la langue. Alors après, on les reporte sur la langue, et on les reporte aussi sur l'orthographe.
Voilà, mais vous pouvez aussi réagir si je n'ai pas tout à fait répondu à votre question, n'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas. Non, merci beaucoup. Alors, c'était très intéressant de vous entendre. Oui, merci. Merci. Euh, euh, bonjour Thomas. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation et excusez-moi pour mon français. Je suis débutant. Je suis juste au début de mon formation, mais j'ai une question. Est-ce que c'est l'orthographie qui est un problème pour tout le monde ou c'est tout le monde est un problème pour l'orthographie? Parce que je pense que aujourd'hui, nous sommes très paresseux et nous sommes accros à télévision, à Internet et on ne peut pas lire les livres. On peut lire juste les phrases très courtes et peut-être nous développons pas notre cerveau. Oui, Dégradé. oui, mais je crois que Oui. non, non, je crois avoir bien compris votre question. Pour moi, il y a deux choses qui sont un peu différentes. C'est-à-dire que moi, comment dire, ce que je conteste, n'exagérons rien, mais ce que je peux essayer de déconstruire, c'est l'idée qu'il faudrait forcément que l'orthographe soit compliquée pour en faire un outil de communication efficace. Je crois que la langue orale évolue, ça, on n'y peut rien. Ça, pour l'instant, il n'y a pas de gens qui ont réussi à empêcher les gens de faire évoluer la langue orale sur le temps long. Donc, forcément, il se produit un décalage entre la langue qu'on parle et la langue qu'on écrit. Plus le temps passe, plus ce décalage est grand et plus accéder à l'écriture est difficile si on ne veut pas réformer l'écriture. Voilà. On a pu montrer, par exemple, je ne réponds pas tout à fait à votre question, hein, j'y reviens. On a pu montrer, par exemple, que dans une langue comme en Finlande, le finnois, hein, comme l'écriture est relativement transparente, les enfants ne passent qu'à peu près une année à apprendre le code et ensuite, une fois qu'ils ont appris le code, eh bien, ils peuvent écrire de la littérature, faire de la poésie, bref, sans s'embêter avec des questions qui sont un peu annexes, en quelque sorte. Donc, c'est dans ce sens-là que je me fais un peu le militant d'une simplification, pas forcément définitive. Donc, c'est là où j'aurais tendance à, je ne sais pas si c'est un désaccord avec vous, mais à réagir sur ce que vous me dites et à dire non, non, pour moi, il ne s'agit pas de poser la question de savoir si c'est paresseux ou pas paresseux. Je crois qu'on peut tout à fait, comment dire, on peut tout à fait simplifier pour que ce soit tout simplement un outil plus efficace. Parce que l'orthographe, ça doit d'abord être un outil. Par contre, là où évidemment, en tant qu'enseignant du français, je vous suis, enfin en tout cas, je crois, c'est que ce n'est pas parce qu'on dit ça qu'il faut renoncer à toute entrée dans des tâches, des missions, des travaux, si vous voulez, complexes pour écrire et pour lire. Moi, je suis évidemment un grand militant de la lecture comme de l'écriture. Je pense que l'écriture, sur l'histoire de l'humanité, a montré qu'elle avait réussi à, à changer en quelque sorte notre manière de penser ou de réfléchir les choses. Et évidemment, la lecture, bon, c'est pas quelqu'un comme moi qui pourrait vous dire le contraire, hein, la lecture est un moyen d'accès absolument fabuleux, hein, à la connaissance, mais pas seulement, hein, à la poésie, au plaisir à l'émotion, etc. Donc effectivement, si c'est cette paresse-là, entre guillemets, qu'il faut dépasser pour sortir de cette espèce de couloir dans lequel on est en train de rentrer depuis peut-être une vingtaine d'années, mais ça, vous pouvez me dire tout aussi bien que moi. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, mais c'est-à-dire le couloir des écrans, de tout le monde est toujours sur son écran, au lieu de prendre un bon bouquin un coup de temps en temps. Alors là, j'aurais tendance à vous suivre. J'aurais tendance, de ce point de vue-là, à passer peut-être pour un conservateur, j'en sais rien, mais je suis effectivement assez effaré, peut-être que vous vouliez dire, hein, je suis assez effaré de voir qu'il y a effectivement, ben voilà, on ne prend plus le temps, effectivement, de lire sur du temps long.
et de s'approprier des choses qui sont effectivement sans doute un peu plus complexes. Mais encore une fois, hein, on peut tout à fait lire Marcel Proust, lire La recherche du temps perdu, qui est un roman magnifique et il faut beaucoup de temps pour le lire. Moi, je l'ai fait cet été, ça m'a pris beaucoup de temps. Enfin, je l'ai refait cet été, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais on pourrait tout à fait le lire dans une orthographe qui serait un peu plus simple, un peu plus simplifiée. Et ça n'enlèverait rien à la complexité de la tâche dans le sens de rentrer dans ce que nous propose Marcel Proust. Voilà. Voilà, je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question, mais voilà, je voulais bien distinguer l'idée que l'outil orthographe, c'est un outil, hein, donc on peut tout à fait essayer de le réformer si on en a envie. Et par ailleurs, effectivement, hein, il faut entrer dans les langues, il faut faire ce que j'ai envie de dire, ce que vous faites, hein. Vous disiez au début, vous vous excusiez pour votre français, mais j'ai envie de vous dire, avec un petit soupçon d'ironie, que votre français est à peu près 4000 fois meilleur que mon russe, puisque je ne parle pas le russe. Donc vous êtes beaucoup Ah, plus forte merci que, beaucoup. vous êtes beaucoup plus forte que moi. Moi, je ne me fatigue pas, là, je parle dans ma langue. Donc, forcément, et j'admire beaucoup là, tous ceux qui m'ont écouté et pour qui ça ne serait pas la langue maternelle, qui l'apprennent depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, etc. hein. J'ai beaucoup travaillé sur la question du plurilinguisme et je suis très admiratif des polyglottes de tous bords et de tous âges. Voilà, Merci beaucoup. Merci Thomas. merci. Peut-être il y a d'autres questions, mais je pense aussi que toi aussi, tu pourrais poser une question parce qu'il y a sûrement des linguistes ici. Si tu as des questions par rapport au système russe, peut-être que quelqu'un Alors, pourrait te répondre. oui, tout à fait. Alors, non, je n'ai pas enfin, c'est pas que j'ai pas de questions. Je ne vais pas donner l'impression que ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de questions par rapport au système de l'orthographe du russe, parce que je pense que ça nous emmènerait vers des choses un peu compliquées, parce que je ne suis vraiment pas du tout acculturé à cette question. Par contre, c'est vrai, je serais très curieux de savoir, et je ne le sais pas du tout, hein, je ne fais pas semblant de ne pas savoir, en l'occurrence, je ne sais pas, je n'ai pas du tout la connaissance. Je voudrais savoir si, je vous ai parlé de débats sur l'orthographe, je n'ai peut-être pas dit à quel point ces débats pouvaient être des fois presque violents, hein, c'est très surprenant hein, de se déchirer sur des questions qui peuvent sembler finalement sans grands enjeux, puisque c'est simplement la question de savoir comment on écrit. Bon, c'est quand même pas des questions, c'est pas de la matière sociale très vive a priori. Donc, je voudrais savoir simplement si certains d'entre vous veulent témoigner sur ça, si ça fait écho. Est-ce qu'en Russie, on a ce genre de débat? Sur quoi porte-t-il exactement? Est-ce qu'on a réformé ou tenté de réformer des fois l'orthographe du russe? Voilà, et encore une fois, je n'ai pas du tout d'éléments de réponse. Donc, tout ce que vous pourrez me dire sera des connaissances nouvelles pour moi. Voilà. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux poser ma question? Bonjour, je m'appelle Xenia. Je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez que, que la réforme de l'orthographe peut provoquer des problèmes entre les générations? Parce que la génération plus âgée qui a je pense que vous avez déjà compris ma question. Oui, mais vous pouvez compléter, il n'y a pas de problème. Oui, c'est très clair. Oui, oui, oui. Alors, bon, déjà, la réponse, globalement, ça serait plutôt quelque chose comme oui. Mais alors, c'est intéressant parce que euh, la première chose, c'est que ce qu'on peut dire, c'est que c'est souvent un argument pour ne pas réformer. C'est-à-dire que souvent, on dit, ah bah oui, mais comme de toute façon, on a appris, les générations d'après, elles ont déjà appris à écrire comme ça, on ne peut pas réformer parce qu'on va les perdre et bah, du coup, on ne réforme jamais. Bon, voilà, donc il y a toujours cette peur. Alors, est-ce que ça. Alors, imaginons qu'on fasse une réforme d'orthographe massive. Bon, celle de 90 n'est pas exactement une réforme massive, hein. Est-ce que ça créerait un conflit de génération? Bah, c'est difficile à anticiper parce qu'en fait, on ne l'a jamais véritablement fait. Et comme on anticipait que c'était une possibilité, ce que proposaient les réformateurs, ce qu'ont proposé les réformateurs au XXe siècle, mais encore une fois, il n'y a que la réforme de 90 qui soit passée, ce qu'ont proposé les réformateurs, c'est d'y aller doucement, c'est-à-dire de dire, mais si on modifie cycliquement le système dans ce qu'il a de plus difficile ou original
un coup de temps en temps, eh bien à ce moment-là, peut-être que on ne choquera personne en quelque sorte. Et puis en tout cas pas trop. Et puis une deuxième piste qui avait été choisie par les linguistes qui ont travaillé sur ça, c'est de dire pour éviter d'avoir ce conflit de génération, eh bien il suffit de dire que les deux écritures sont possibles. Et puis qu'après, l'usage va imposer, parce que les enseignants vont l'imposer tout doucement, la nouvelle écriture, et puis au bout de 30, 40, 50 ans, cette nouvelle écriture se serait imposée. Mais ça a posé un problème que les... alors, je ne dirais pas qu'ils ne l'avaient pas prévu, hein, n'exagérons rien, mais enfin, ça a été pire que ce qu'on pensait. Ça a été bien analysé par certains chercheurs, c'est qu'en fait, euh, généralement, on constate que les... Alors, ce n'est pas seulement en France, pour le coup. Hein. On constate que les scripteurs ont beaucoup de mal avec la possibilité d'options. C'est-à-dire que les scripteurs, ils aiment bien qu'on leur dise comment il faut écrire le mot. Et si on leur dit, tu as deux façons de l'écrire et tu fais ce que tu veux, ils ne sont pas contents, en quelque sorte. Comme s'ils n'étaient pas contents d'avoir du choix. Voilà. Donc, dire, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous pourrez écrire comme vous voulez, comme ça, il n'y aura pas de conflit entre les générations. Ça n'a pas tellement fonctionné parce que pour la plupart des gens, l'idée d'une orthographe, c'est précisément qu'on n'a pas le choix. Donc, c'est une option qui ne fonctionne pas très bien, a priori, on peut s'en rendre compte rétrospectivement. Donc, oui, il y a évidemment ce danger. Alors, ce que pointent certaines personnes, c'est en tout cas ce qui est donné comme argument contre les réformes, c'est de dire non seulement qu'on va se couper, donc il y aura des coupures générationnelles, mais au-delà des coupures générationnelles au sens de l'enfant, du père, du grand-père, enfin, etc., sur quelques générations, il y aurait aussi des ruptures entre les époques plus lointaines. C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple de Marcel Proust dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez des gens qui disent, mais si on écrit Marcel Proust dans une nouvelle orthographe, ce ne sera pas du tout l'écriture qu'avait Marcel Proust quand il l'a écrit. Et donc, on va trahir son écriture. Or, c'est exactement ce qu'on fait quand on écrit François Rabelais dans l'écriture d'aujourd'hui. On ne fait pas autre chose que ça, en fait. En fait, on lit des tas d'écrivains du passé dans une écriture qui est en fait réformée et modernisée pour qu'elle soit compréhensible pour nous. Donc, il n'y aurait pas forcément d'obstacle à le faire pour l'orthographe de Marcel Proust qui correspond peu ou prou à la nôtre. Donc, pour vous répondre de façon plus brutale, oui, ça peut poser ce problème entre générations, même si c'est un problème qui est largement fantasmé, qui n'est pas forcément, enfin, qui pourrait tout à fait être évité, je veux dire, si chacun avait la tête un peu plus froide par rapport à ces questions. Voilà. Merci beaucoup, c'est très intéressant votre opinion sur ce sujet. Merci. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais moi, je me joins à la question que tu as posée tout à l'heure. J'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un qui peut nous informer. Est-ce qu'il y a eu des débats sur l'orthographe russe? Ou est-ce que l'orthographe russe est trop simple et n'a jamais fait débat? Est-ce que quelqu'un a des éléments de réponse pour ça? Est-ce que je peux dire un petit Vas-y. mot, en fait, pas par rapport à cette question, On va pas y arriver. pour l'instant, en fait, que tout le monde réfléchit sur cette question, parce que je vois que peut-être certains gens se dépêchent, donc je vais laisser, en fait, les liens que j'ai préparés. Voilà, donc je vais juste commenter, en fait, ce que c'est. Ce sont, en fait, nos prochains événements que vous pouvez voir. En fait, notre groupe lève la tête. En fait, c'est le lien WhatsApp pour savoir en fait sur nos prochains événements et nos réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez les sauvegarder parce que voilà, je vois que peut-être certaines personnes se dépêchent pour qu'elles peuvent sauvegarder cette information. Voilà, c'est tout. Merci. Bonsoir encore à tous. Pour répondre à la question de Thomas, est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors, il est bien connu, au moins en Russie, qu'on a eu une assez remarquable réforme après la Révolution. On a supprimé quelques lettres, on a simplifié l'orthographe, mais pas tellement, pas d'une façon très radicale, mais cela a été une simplification. Et à nos jours, on a beaucoup de disputes entre monarchistes, entre
ceux pour qui la Russie pré-révolutionnaire est très bien vue. Donc, il y en a qui voudraient restaurer cette orthographe. Mais à vrai dire, c'est un peu, c'est une façon, à mon avis, c'est une façon de penser assez bizarre, puisque l'idée de cette réforme a été conçue beaucoup avant la Révolution. Mais ce sont des communistes qui ont lancé cette réforme. Mais en fait, je la trouve très logique. Et par contre, moi, d'un point de vue esthétique et aussi un peu théorique, j'aime beaucoup l'orthographe française qu'on a aujourd'hui. Et là, je n'aimerais pas avoir des simplifications radicales. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je peux réagir? On m'entend Bien toujours? sûr. Oui, merci beaucoup pour ces éléments d'information. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que on voit encore comment les questions idéologiques, les questions politiques, finalement, sont derrière ces questions d'orthographe. On pourrait s'attendre à ce que l'orthographe ait rien à voir, en quelque sorte, avec des questions politiques ou des questions d'opinion, etc. Et on se rend compte que derrière, il y a des choses comme ça. Alors, c'est d'ailleurs amusant parce que dans l'orthographe du français, il y a parfois des gens qui revendiquent le fait que l'orthographe du français est un héritage de la Révolution française, parce qu'évidemment, maintenant en France, on est tous, tout le monde se revendique de la République et de la Révolution française qui l'a fait émerger. Or, l'orthographe du français n'est pas du tout un héritage de notre Révolution française. Elle est plutôt un héritage monarchique. Donc, c'est amusant comment on peut retourner des fois les choses. Par ailleurs, par rapport à ce que vous disiez sur votre attachement à l'orthographe du français, d'abord, vous exprimez un point de vue qui finalement est assez courant, mais ça n'a absolument rien de méprisant de ma part quand je dis ça. C'est-à-dire que vous exprimez un attachement à quelque chose, que quelque part vous aimez, quoi. Vous aimez voir les choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très fort, effectivement, et pas seulement en France. On s'habitue en quelque sorte à un certain visage de notre langue écrite. Et comme on est habitué à ce visage, quelque part, on n'a pas envie d'en changer. Et après tout, ça a quelque chose de finalement assez légitime d'une certaine manière. Voilà. Donc, je ne trouve pas ça honteux. Je dis simplement qu'on peut peut-être essayer de se reposer les questions sur comment dire, la fonction de l'orthographe, en fait. Voilà. Et par ailleurs, j'ai envie de dire une dernière chose aussi, si je peux me permettre. Je ne suis pas forcément très surpris de cette opinion que vous exprimez, parce que j'ai remarqué que quand en plus on découvre une autre langue, moi j'ai vécu aux États-Unis quelques années et je rencontrais plein d'Américains qui aimaient le français, qui aimaient la langue française, qui aimaient s'exprimer en français avec moi. Eh bien, ils étaient souvent très attachés également à l'orthographe, parce que ça faisait partie en quelque sorte de la saveur du gâteau français, en quelque sorte. Donc, c'était ça, ce que j'appelais tout à l'heure la richesse. Voilà, moi je dis complication inutile, et beaucoup de gens me répondent richesse et beauté. Voilà, donc c'est tout à fait, c'est un point de vue qu'on peut avoir, de toute façon, évidemment. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Par rapport aux réformes qu'il y a eu sur l'écriture russe, est-ce que c'était des réformes pour enlever des lettres qui ne servaient plus à l'oral? Mais oui, je peux un peu préciser. On a le signe dur des знак, qui ne sert maintenant que je vais taper quelque chose. Par exemple, on écrit comme съехать, et sans ce signe, ce serait съехать. Donc, la prononciation diffère. Et auparavant, on écrit, par exemple, on écrivait ce signe à la fin des mots, après des consonnes. Mais en fait, c'est un peu comme en français. Quand on écrit, par exemple, laissez-moi réfléchir comment expliquer.
c'est une trace d'un son disparu. C'est comme le E à la fin des mots français. Oui, oui. Oui. Et en plus, il y avait quelques autres lettres. Par exemple, on écrivait, on avait deux I comme le I comme le I latin et aussi celui qui existe toujours. Mais la signification, la prononciation était la même. En plus, on avait la lettre yat qui ressemblait au signe dur. Et il y a quelques centaines d'années, sa prononciation différait de cette lettre signifiait le son qui avait disparu. On ne sait plus prononcer ce son. Et juste avant juste avant d'être supprimée, cette lettre yat se prononçait comme hier, justement comme hier. Donc, il y a deux phénomènes. Il y a des sons qui ont complètement disparu. Il y a des lettres qui, disons, doublaient d'autres lettres. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Moi, ça me semble clair. Je voudrais ajouter quelque chose. Et ces deux lettres I différents, ils sont différents dans les mots. Par exemple, le titre du roman fameux du Tolstoï, La guerre et la paix. Et c'est plutôt la guerre et le monde, parce que le mot mir, le mot mur russe peut signifier le monde et la paix en même temps. Maintenant, il s'écrit à la façon égale, à la même façon. Mais après la Révolution, l'orthographe de ces deux mots était différente. C'est une chose assez plus fin et plus intéressante qu'on peut imaginer maintenant. Oui. D'accord. Ok. Merci. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que les Russes ont vraiment simplifié et en fait, on se sont débarrassés des signes qui n'étaient plus représentés dans la prononciation. Oui, à peu près, c'est comme ça. Ben voilà. Oui, bien sûr, parce que c'était la démocratisation de la langue après la Révolution et c'est une chose logique. Oui, oui, c'est intéressant que vous le disiez comme ça parce que c'est, oui, bah voilà, vous dites le mot, démocratisation. Donc, démocratiser la langue, c'est essayer de la rendre un peu plus logique, un peu plus conforme à ce qu'on pourrait attendre de l'outil orthographique. Ouais, c'est ça. C'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que cette situation, elle correspond à ce qui s'est passé aussi, ce qu'aurait pu se passer en France après la Révolution française. Mais la monarchie étant revenue au pouvoir, elle a remis de l'ordre, ou plutôt du désordre dans tout ça. Ouais, ok. Bon, comme quoi les situations ne sont pas si différentes. Je crois qu'on a plus ou moins fait le tour. Ça va bientôt être l'heure, à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire de rapide. Je pense que Anna. Moi, je voudrais dire quelques mots à propos de l'orthographe russe. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc, je voudrais ajouter que l'orthographe russe, elle reste toujours difficile parce qu'on prononce un mot et on écrit un autre. Il faut toujours vérifier l'écriture d'un mot. Par exemple, le mot malako se prononce, mais ça s'écrit moloko. Maloko se prononce, mais on écrit moloko. Il faut toujours vérifier l'écriture de lettres ou bien apprendre par cœur son écriture. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes aujourd'hui avec la langue russe à l'école.
et ils ont toujours de mauvaises notes parce que c'est très difficile à apprendre les règles par cœur et puis de savoir les appliquer à l'écriture. Ouais, mais il me semble que Moloko se dit Malako juste à Moscou, non? Il y a des Non, endroits de Russie où il se dit Moloko, non? Non, pas, ça se dit non, partout, on Moloko? dit Non, non, toujours, non, non. on prononce Malako, mais on écrit Moloko. Moloko. Il y a Mais ça, beaucoup de mots comme ça, il faut toujours vérifier l'accent. Avec l'accent, par exemple, je sais, Valna, volny. C'est toujours, il faut mettre le mot à l'accent pour vérifier son écriture. Mhm. Je voulais juste ajouter en fait qu'il y a des régions en fait qui disent plus O et qui disent plus A. Mais en fait, c'est jamais 100% O ou 100% A. Oui, 100% A peut-être, mais O peut-être jamais. Mais ça Et reste très rare. excusez-moi, je voudrais ajouter aussi pour comprendre mieux cet exemple. Par exemple, le mot français Bordeaux, pour les Russes, c'est Bardo. Et Napoléon, c'est Napoléon pour les Russes. O est souvent comme A pour nous. Bardo et Napoléon. Mhm. Oui. Et il y en a beaucoup d'exemples comme ça. C'est pourquoi il faut apprendre l'orthographe très soigneusement pour savoir écrire. Et c'est la même chose en français. Et c'est pourquoi j'ai encore une petite question. Si vous pouvez m'expliquer, faut-il apprendre aux débutants, aux étudiants débutants, l'orthographe et comment peut-on expliquer la nécessité d'écrire accent aigu, accent grave, accent circonflexe? Il faut apprendre par cœur ces mots ou on peut expliquer d'une manière, je ne sais pas. Moi, je veux bien essayer de donner des éléments de réponse, mais il est évident que là, c'est pas une conférence qu'il faudrait, c'est des années d'études, puisqu'en fait, beaucoup de gens réfléchissent à ça, et ce que j'essayais de pointer, c'est précisément que l'orthographe du français étant extrêmement complexe, elle pose forcément beaucoup de problèmes d'enseignement. Mais juste pour donner quelques pistes, moi, ce qui me semble très important vraiment de comprendre, c'est que au début, en tout cas, bon, alors, si on parle à des adultes, ça peut être un peu différent, mais si on parle de plus jeunes, il me paraît très, très important d'essayer de se focaliser sur ce qui fait système, c'est-à-dire sur ce qui est le plus régulier. Voilà. Moi, je trouve, ça serait une critique que je ferais, ou en tout cas une préconisation, mais je ne suis pas le seul à le dire, hein, je trouve que les enseignants français, je parle des enseignants français en France, hein, je me contente de ce contexte-là, mais on pourrait rediscuter d'autres contextes, perdent beaucoup de temps à pointer les incohérences et les pièges du système. Et il me semble que si les enfants français, à l'arrivée au collège, maîtrisaient déjà les règles les plus générales de l'orthographe du français, ça permettrait déjà d'avoir des compétences d'écriture qui sont relativement optimales. Je prends juste un exemple, hein. Je vous le disais tout à l'heure, on voit beaucoup de leçons de français sur le pluriel des mots en OU, bijoux, chou, genou, caillou. Donc, c'est la fameuse litanie des 7 ou 6 mots, je ne sais plus, qui se terminent par un X et non pas un S. Mais je crois qu'on n'a pas tellement besoin de dire ça si vite que ça aux enfants. D'abord parce qu'ils n'utilisent pas beaucoup de ces mots-là. Bon, peut-être caillou et puis peut-être bijoux, j'en sais rien, mais enfin bon. Donc, je crois qu'il faut se focaliser sur ce qui fait système. Voilà, il faut se focaliser sur ce qui fait de la régularité, par exemple de la régularité morphologique. Par exemple, dire, bon, bah, effectivement, en français, sur le groupe nominal, on met des S. Donc, ça veut dire qu'on met un S à les, on met un S à grand et on met un S à enfant, les grands enfants. Voilà, c'est comme ça en français. Ça peut se discuter du point de vue de la logique parce que finalement, ça ne s'entend pas. Mais au moins, ça a le mérite d'être régulier. D'accord? Alors évidemment, quelqu'un va me dire, peut-être dans l'assistance, quelqu'un va me dire, bah oui, mais si c'est les châteaux, c'est un X. Oui, certes, mais je crois que si déjà on se focalise sur ce qui fait système, eh ben, c'est quand même une grosse partie des choses qui sont apprises, en fait, en quelque sorte. Alors après, pour donner un autre élément de réponse, évidemment, dans l'orthographe du français, mais en anglais, c'est encore bien pire, hein, parce que je parle du français, mais l'anglais est plus terrible encore. En orthographe du français, il y a évidemment une part de mémorisation assez systématique pour un ensemble de mots. Alors, en particulier les mots outils, type A avec accent grave, des choses qui font partie vraiment du vocabulaire courant qu'on est toujours en train d'utiliser comme des petits outils
Donc ça, effectivement, il faut les mémoriser, hein. On peut faire différentes façons, mais je crois qu'il ne faut pas échapper à cette idée de mémorisation. Et puis, bah, donc, de l'autre côté, c'est cette histoire un peu de système qui doit être le moteur, je crois. Voilà. Bon, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est tellement compliqué. Merci pour votre réponse. Merci à vous. Ok, je pense qu'on va finir. Anna, tu peux ajouter ton intervention? Bon, je remercie tout d'abord Thomas, c'était très intéressant, même si moi je ne suis pas linguiste du tout, donc mais même pour moi c'était très intéressant. Donc je vais passer maintenant à russe pour commenter en fait ce que je viens d'envoyer. J'ai envoyé, excusez-moi aussi de vous interrompre, parce que j'ai vu que certaines personnes avaient besoin déjà de quitter, donc je voulais qu'ils puissent sauvegarder les liens. Donc, je le double parce qu'on avait d'autres commentaires, donc je le double encore une fois, и je passe en russe. Да, я сейчас прокомментирую вот то, что я отправила в WhatsApp. Я отправила 2 наших следующих мероприятия. Первое – это диктант 0 ошибок. Это мероприятие касается больше уровней А1, А2, то есть больше для начинающих. И данный диктант – это бесплатное мероприятие, пройдет совместно с Фонкотекой. И данный диктант, он отличается, сам принцип отличается от стандартного диктанта, к которому мы привыкли. Я вам предлагаю, чтобы я вас долго не задерживала, там подробное описание написано по ссылке, вы можете прочитать. Следующее мероприятие, так, диктант у нас будет 11 мая. Следующее мероприятие называется «Lève la tête». Это встреча на французском языке для уровней от B1 и выше. Это для тех, кто хочет практиковать именно разговорный язык. Его мы проводим самостоятельно, это платное мероприятие. Оно стоит 300 рублей за участие, ну или при ранней броне, там можете прочитать по ссылке, опять же, у нас есть скидки. И проходит оно в антикафе обычно. Подробное описание все так же по ссылке. Если будут вопросы, вы можете нам писать. Вы можете в наших социальных сетях найти наши контакты или напрямую через социальные сети писать. Ссылки я тоже оставила. И также я оставила ссылку на группу, которая Lève la tête. В этой группе мы в основном публикуем анонсы следующих мероприятий. Просто большинству наших участников так удобнее всего получать информацию. Вот. И информацию о наших курсах вы можете посмотреть по ссылке от курса французского онлайн. И для тех, кто хочет попробовать для себя наши курсы, мы даем 2 пробных урока бесплатно до того, как вы можете принять решение о покупке курсов. Поэтому, если интересно, то можете зарегистрироваться или звоните, или пишите нам на наши контакты. Ok. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, donc Thomas, grand merci à toi pour le temps que tu as passé à faire découvrir tous ces aspects au public russe. Je vois dans les réactions que les gens ont apprécié. Il y a pas mal de commentaires, si tu as vu. J'ai regardé un petit peu, oui. Merci. Merci beaucoup. Ouais, je te remercie vraiment chaudement. Et puis voilà, nous, on reste en contact et peut-être on peut rendre la parole à Tatiana. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Thomas. Alors, je voudrais remercier Thomas pour cette conférence et aussi je remercie le quartier français pour l'organisation de cette rencontre intéressante. Chers participants, vous pouvez aussi trouver toute l'information sur cette conférence, sur la dictée Zero, sur des autres événements de la Francothèque. Sur la page de Facebook où vous pouvez aussi trouver la vidéo de cette conférence si vous voulez le re-regarder. Alors, au revoir et je vous souhaite une très bonne soirée.